Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. On a tendance trop souvent à réduire la littérature au simple domaine de la fiction, alors qu'elle représente aussi, et peut-être d'abord, une manière d'enquêter sur le monde, d'aborder de manière unique la condition humaine. Encore doit-on trouver des lecteurs capables de questionner les grandes œuvres, d'en explorer le sens. Laurent Dandrieux est un de ces lecteurs. Critique culturelle, on lui doit notamment une analyse très fine de l'univers de Woody Allen. Et dans un très beau livre qu'il vient de faire paraître ces jours-ci, La Confrérie des Intranquilles, aux éditions de l'Homme Nouveau, il se plonge dans l'œuvre de 21 écrivains pour mieux comprendre leurs quêtes, leurs hantises, leurs obsessions. C'est pour en parler que je le reçois aujourd'hui. Laurent Dandrieux, bonjour. Bonjour Mathieu Bock-Côté. Alors, une question première à propos de ce très beau livre. 21 écrivains, 21 auteurs, 21 artistes. Une question me hante lorsque je vous lis. Est-ce qu'on peut dire que chacun de ces écrivains sont hantés d'une manière ou de l'autre par le sentiment de la fin d'un monde, par le sentiment de perdre, d'être les contemporains du passage d'une civilisation à l'autre et de chercher à conserver, d'une manière ou de l'autre, une trace du monde en train de disparaître? Je pense que c'est pas forcément vrai pour 100% des écrivains. Beaucoup, effectivement, sont saisis par ce sentiment. C'est évident pour Chateaubriand, pour Paul Morand, qui l'ont exprimé de manière très claire dans leurs écrits. C'est flagrant aussi pour quelqu'un comme Dominique Deroux, quelqu'un comme Francis Scott Fitzgerald, qui sont hantés par l'idée de décadence. Je pense que d'autres sont plus hantés par le sentiment de la difficulté, de l'étrangeté d'être au monde, ce que j'ai voulu réunir sous ce terme d'intranquillité, ce sentiment de manque, ce sentiment d'incomplétude qui leur fait sentir d'une certaine façon, de manière plus ou moins consciente, qu'ils sont en exil sur cette terre où la réalité qu'ils ont sous les yeux ne veut pas répondre à la totalité de leurs aspirations. Pour les plus chrétiens d'entre eux, évidemment, ça va prendre une dimension explicitement métaphysique et ça va s'expliquer par le concept de péché originel. Pour quelqu'un qui ne se dit pas chrétien comme Sioran, lui, il va appeler ça la chute dans le temps. Mais il y a quand même cette idée, je pense qu'il les rassemble tous, même ceux qui ont effectivement une dimension. Alors que le sentiment apocalyptique que vous décriviez est plus flagrant chez ceux qui ont une réflexion plus politique, et tous les autres en revanche vont être pris par ce sentiment d'incomplétude, d'intranquillité, et donc utiliser leur œuvre comme un ressort, comme un levier pour essayer de traverser les apparences et voir ce qui se cache au-delà du masque du réel. Alors justement, vous nous dites ce sont des intranquilles. C'est le point commun entre ces écrivains. On y trouve Chateaubriand, on y trouve Fitzgerald, on y trouve Drieux, Paul Morand, Julien Green, Dominique Deroux, Hergé, Sioran, on pourrait en nommer plusieurs autres. Et vous le notez dans votre introduction, il y a peut-être chez eux une forme de tension entre d'un côté, je l'évoquais plutôt, la nostalgie et aussi une quête de l'absolu. Quel est le point commun, à certains égards, entre cette nostalgie qui les hante et cette quête de l'absolu? Est-ce que ces deux sentiments, finalement, se répondent d'une manière ou de l'autre? Alors, la nostalgie, elle est plus ou moins présente chez tel ou tel auteur. Je pense qu'elle n'est pas dominante chez quelqu'un comme Félicien Marceau, par exemple. Mais il est évident pour moi que cette nostalgie que nourrissent à l'évidence quelqu'un comme Fitzgerald, quelqu'un comme Deroux, quelqu'un comme Paul Morand, elle nourrit de façon évidente cette quête de l'absolu. C'est-à-dire que je pense que beaucoup ont le sentiment que le monde moderne est un obstacle à cette quête de l'absolu. Vous vous souvenez de cette phrase de Bernanos qui dit à peu près qu'on n'a absolument rien compris à la société contemporaine si on ne la voit pas d'abord comme une conspiration contre toute forme de vie intérieure. Et je pense qu'effectivement, ce qui peut rassembler
beaucoup des auteurs que j'ai rassemblés dans mon livre, que j'ai étudié dans mon livre, c'est l'idée que il y a dans le monde moderne une horizontalité, une manière d'être englué dans le matérialisme et l'individualisme qui nous empêche de mener cette quête de l'absolu, qui nous éloigne aussi de certaines valeurs aristocratiques et de certaines valeurs d'excellence propres au monde ancien et qui sont noyées effectivement dans l'égalitarisme de la société contemporaine, et égalitarisme qui est vécu par beaucoup de ces écrivains comme en fait un empêchement qui est fait à la personne humaine de donner le meilleur de lui-même. Alors oui, vous le dites très bien, il y a chez les auteurs que vous nous présentez un malaise avec la modernité, pour le dire avec le concept qu'on utilise aujourd'hui, un mal-être par rapport au monde moderne, à son rapport au passé, son rapport à l'absolu, son rapport à la verticalité. J'aimerais me pencher avec vous sur l'un d'entre eux, notamment, qu'on a déjà évoqué à 2 reprises, mais qui me semble une figure majeure, à qui d'ailleurs vous consacrez un très long texte, c'est Chateaubriand. Alors, Chateaubriand, certains nous disent, et vous me direz ce que vous en pensez, que c'est oui un esprit conservateur, dirait-on entre guillemets, mais Chateaubriand a moins comme souci de combattre ce qui vient que d'être le dernier témoin de ce qui disparaît, d'être le dernier témoin de la fin d'un monde, être sur la photo de la décadence ou de l'apocalypse, immortaliser ce moment où tout s'effondre sans pour autant combattre contre ce qui vient. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a, par exemple, chez un Chateaubriand, justement ce sentiment de vouloir davantage maudire ce qui vient, pleurer ce qui part, que combattre ce qui est devant nous? C'est une critique qui lui a été faite très souvent. Elle a été absolument magnifiquement formulée, évidemment, par Charles Maurras, qui disait que Chateaubriand appartient à la race de naufrageurs et de pilleurs d'épaves. Moi, elle me paraît très injuste, cette critique, qu'il ait le sentiment d'appartenir à la fin d'un monde, que ce soit le thème, un des grands thèmes dominants de son œuvre, ça me paraît évident, mais ce sentiment, on l'aurait à moins, vu les épisodes de la Révolution et de l'Empire qu'a traversé Chateaubriand. Je pense que il a analysé ce basculement de société, de civilisation, avec une acuité extrême qu'on ne retrouve peut-être avec la même force que votre cher Tocqueville. Il me paraît très injuste de dire qu'il s'est contenté de poser pour la photo devant ce tableau, d'abord parce qu'il l'a éclairé de sa perspicacité, et ensuite parce que toute sa réflexion politique et toute son action politique est en fait consacrée à essayer d'empêcher que ce que l'ancien monde a de meilleur ne s'effondre. Et donc il essaye de réconcilier les principes de liberté et les principes d'égalité qu'il voit comme inéluctablement conquérants. Il essaye de les réconcilier avec la religion et avec la monarchie, qui ne soit pas parvenu à réaliser cette synthèse de manière efficace est tout à fait évident, qu'il est ensuite, vers la fin de sa vie, basculé dans une forme de pessimisme, tendant à considérer que cette synthèse, finalement, contrairement à ce que pensait Tocqueville, cette synthèse, finalement, était inatteignable, ça c'est certain, mais je pense que on ne peut pas accuser Chateaubriand de s'être laissé aller à une forme de fatalisme et de ne pas avoir essayé de réagir à ce qu'il prophétisait, c'est-à-dire l'avènement d'une société d'abeilles dans laquelle malheureusement nous sommes aujourd'hui à bien des égards, mais je trouve que c'est un peu injuste de lui reprocher cet avènement auquel je pense aucun d'entre nous n'aurait eu la puissance de s'opposer.
Alors, je reviens sur cette question, non pas que je voulais reprendre cette critique, mais l'évoquer simplement pour vous donner l'occasion d'y répondre. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a chez certains des personnages que vous rencontrez, que vous présentez? Je pense à Chateaubriand, on pense aussi ici à Dominique Deroux, qui est un peu moins connu de ce côté de l'Atlantique, mais qui est à l'origine notamment des Cahiers de Lerne, par exemple, qui est l'auteur du Cinquième Empire, qui est à la revue, si je ne me trompe pas, Immédiatement. Est-ce qu'il y a, par exemple, chez un Chateaubriand et un Dominique Deroux, chacun à leur manière, chacun dans leur mesure, le sentiment peut-être de s'engager contre l'inéluctable? J'entends par là que ce sont des hommes tentés par l'action, dans un monde où l'action semble vaine tellement les forces de l'histoire sont pesantes. Est-ce qu'on peut dire qu'il y aura une forme de trait commun psychologique à certains conservateurs, entre guillemets, cette idée qu'il faut faire quelque chose, même si on sent la vanité fondamentale de toute forme d'action quand la vague est tellement forte? Est-ce qu'on peut croire qu'un point commun, par exemple ici, entre Chateaubriand et Dominique Deroux? Oui, alors je pense que la question ne se pose pas dans les mêmes termes pour l'un et pour l'autre à cause du décalage historique, c'est-à-dire que Chateaubriand assiste à l'effondrement d'un monde, à l'avènement d'une nouvelle civilisation qui, nous, avec le recul historique, nous paraît inéluctable, mais lui, en tant qu'il était témoin de l'histoire se faisant, a pu croire qu'il était dans la possibilité, dans l'ordre des choses possibles, sinon d'inverser le cours des choses, du moins de l'infléchir. Et je pense que ce n'est que à la toute fin de sa vie, avec l'effondrement de la monarchie de Juillet, qu'il a réalisé que effectivement ses efforts avaient été vains. Avec Dominique Deroux, donc nous sommes un siècle et demi plus tard, et donc les circonstances sont tout à fait différentes. Il y a effectivement un sentiment d'inéluctabilité vis-à-vis de la montée en puissance de la modernité et de son égalitarisme niveleur, mais je crois qu'il a là effectivement quelque chose qui ressort de ce que Monterland appelait le service inutile, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout certain que les efforts que l'on va mener pour défendre ce qu'on estime être indispensable à la survie de la civilisation, eh bien on n'est pas du tout certain que ces efforts vont être fructueux. On est même presque sûr du contraire, mais dans la mesure où on n'a aucune certitude de cette vanité de nos efforts, eh bien il faut les mener quand même, et d'autre part, il faut les mener quand même comme un effort, comme un devoir que l'on se doit à soi-même, qu'on doit à sa conscience, et que l'on doit une certaine idée de la vérité, comme une sorte de témoignage que l'on doit apporter à la vérité. Le témoignage qu'on doit à la vérité étant totalement déconnecté de l'idée de l'efficacité. C'est-à-dire que, par définition, il s'agit de transmettre une flamme, de transmettre un flambeau, et quand bien même ça n'aurait aucune incidence politique, si on a transmis ce flambeau à une seule personne, eh bien les efforts n'ont pas été vains. Alors, on vient d'évoquer Chateaubriand, on vient d'évoquer Dominique Deroux, deux esprits brillants, dans le cas de Chateaubriand, génie littéraire sans le moindre doute, hantés par l'action, à certains égards, tentés par l'action, ce qui fait en sorte d'ailleurs que leur vie est une œuvre en tant que telle. Ils ont fait une œuvre, mais leur vie est une œuvre aussi. D'ailleurs, le grand livre de Chateaubriand, ce sont les Mémoires d'Outre-Tombe, donc c'est sa propre vie racontée par son génie. Mais j'aimerais vous amener sur l'autre pôle, un autre écrivain à qui vous consacrez de très belles pages, c'est Cioran. Cioran qui, lui, n'est pas, bien qu'il ait connu la tentation de l'action dans sa jeunesse en Roumanie, et pas nécessairement l'action la plus honorable, on peut dire que son œuvre est ensuite, vous me corrigerez si je me trompe, mais une méditation sous le signe de la vanité de l'action humaine, de la vanité de l'existence humaine. Il y a de l'inconvénient d'être né, c'est un de ses livres, de très beaux titres. Vous parlez de chez Cioran des vérités irrespirables. Est-ce qu'on pourrait dire que Cioran, à l'inverse de Chateaubriand, est un écrivain qui accepte de se placer à l'extérieur de l'histoire ou, à tout le moins, voit dans l'histoire et dans l'action une terrible vanité qui empêche l'homme de contempler sa condition sous le signe peut-être du désespoir? Oui, je pense que l'œuvre de Cioran est une manière de résister à, pour reprendre le titre d'un autre de ses livres, à la tentation d'exister. Il y a effectivement un scepticisme généralisé chez Cioran qui se manifeste également
à l'égard de l'histoire en général, à l'égard de l'action en général. Il y a aussi le sentiment, je pense, de vivre une basse époque, d'être arrivé à un moment de l'histoire de l'Occident où cette civilisation était comme un peu exténuée, comme essoufflée. Ce qui est certain, c'est que Cioran n'a pas eu de vie pour ainsi dire. Il a vécu toute sa vie dans un studio parisien, à ne faire rien d'autre qu'à se promener, méditer et écrire, et effectivement lutter contre la tentation du désespoir, essayer de la conjurer par l'écriture, et finalement établir une sorte de métaphysique négative, c'est-à-dire comment réussir à vivre quand on professe de croire en absolument rien. Ce qui est très intéressant chez Cioran, c'est que c'est une métaphysique négative qui finit par être affirmative, c'est-à-dire que il est tellement en réaction perpétuelle contre le christianisme notamment, qu'il finit par l'illustrer d'une certaine façon et par en donner une forme et en ressentir certainement une forme de nostalgie. Alors, je reviens un instant sur Cioran. Vous nous dites, et ça nous amènera sur un thème qui est très présent dans votre livre, vous nous dites Cioran, bon, c'est une œuvre exceptionnelle, mais il n'y a presque pas de vie chez Cioran. C'est-à-dire, il est dans son appartement avec son épouse, il se promène dans le jardin du Luxembourg, il a une vie assez... il fait du vélo un peu en Normandie de temps en temps, mais globalement, c'est un homme dont l'existence n'est pas véritablement pas porteuse d'une biographie, disons ça comme ça. Mais vous nous dites pour certains des écrivains que vous nous présentez dans ces écrivains intranquilles, dans certains cas, la vie en vient à écraser l'œuvre. C'est-à-dire que leur vie a pris une telle place qu'on en vient quelquefois à oublier l'intérêt de leur œuvre. Est-ce que c'est le cas, est-ce que j'ai bien compris que c'est le cas de certains des écrivains dont vous nous parlez? Et si oui, pourriez-vous nous donner un ou deux exemples de ces écrivains dont la vie est telle qu'on en vient quelquefois à oublier qu'ils furent aussi de grands écrivains? Alors, le cas emblématique de ça, c'est évidemment Drieux-La Rochelle, en raison de ses engagements politiques désastreux et aussi de son antisémitisme, qui ont fini par masquer l'œuvre et faire écran vis-à-vis de l'œuvre. Il y a un autre cas qui est intéressant, qui est celui de Fitzgerald, parce que Fitzgerald effectivement a tendance aussi à être un peu écrasé par sa légende, c'est-à-dire que il est devenu le symbole de ce qu'on a appelé les Roaring Twenties, c'est-à-dire ces années d'après-guerre mondiale où la société occidentale a paru s'étourdir dans une ivresse de nouveautés et de fêtes diverses, et donc l'incarnation de cette époque qui est devenue Fitzgerald a pu masquer son œuvre et lui conférer une sorte d'aura négative, de superficialité. Mais en même temps, ce qui est intéressant chez Fitzgerald, c'est la façon dont cette légende se confond avec l'œuvre. C'est-à-dire que cette superficialité dans laquelle il se mouvait et contre laquelle il réagit en permanence est la matière même de son œuvre finalement. Et une partie importante de la tragédie, du sentiment tragique qui rend son œuvre si touchante. En fait, c'est assez intéressant de voir que la façon dont la vie, pour beaucoup de ces écrivains, dont leur vie personnelle interagit avec leur œuvre. Elle ne l'explique pas évidemment. Il faut pas faire du Sainte-Beuve, faut tomber dans une clé explicative qu'on chercherait dans la vie. Mais malgré tout, elle la nourrit évidemment, elle l'éclaire, et c'est aussi une partie du travail de critique, à mon avis, que d'essayer de mettre cela en lumière. On constate chez plusieurs des écrivains dont vous nous parlez, on pourrait dire, sinon une tentation, à tout le moins un malaise par rapport à la modernité. On l'a déjà évoqué.
Pour certains, la réponse est politique. Pour d'autres, la réponse est peut-être directement esthétique. J'entends par là une forme de dissidence esthétique, une singularité revendiquée devant l'égalitarisme, devant la massification de la culture. Et un de ces écrivains, c'est peut-être Paul Morand, qui porte cette tension-là. C'est-à-dire Paul Morand, qui, vous me corrigerez si je le lis correctement, mais a eu la tentation politique, à tout le moins un engagement politique, c'est le moins qu'on puisse dire, et en même temps, dans la deuxième partie de sa vie, se présente comme presque le dandy, l'esthète, l'élégant qui résiste au monde dans une forme de défi esthétique. Est-ce qu'on peut dire que chez un Paul Morand, il y a à la fois donc cette volonté, dans des engagements politiques plus que discutables, de s'engager dans le monde pour y résister, et de l'autre côté, une résistance dans l'individualité affirmée, c'est-à-dire esthétique d'abord? Je pense que l'engagement politique chez Morand, il est en fait complètement circonstanciel, c'est-à-dire qu'il est lié au fait que il avait fait carrière dans la diplomatie et donc il s'est vu confier au fil de sa vie un certain nombre de missions diplomatiques et que ces missions, eh bien, l'ont amené entre 39 et 45, eh bien, à choisir son camp, je dirais, à accepter ou pas de représenter le gouvernement de Vichy, à rester à Londres ou pas au moment du 18 juin. Donc, ce sont plus effectivement les circonstances qui l'ont amené à faire des choix qui ont effectivement été souvent désastreux, que, à mon avis, une volonté de s'engager en politique qui lui est assez étrangère. Morand n'aurait jamais envisagé, comme l'a fait Drieux-La Rochelle, de s'engager dans un parti ou de s'engager derrière un leader politique. C'était une notion, je pense, qui lui était tout à fait étrangère. Il a eu la grande malchance d'éprouver une amitié d'ailleurs assez inexplicable pour Pierre Laval, mais ça n'était pas de l'ordre du ralliement politique, même si ça a eu évidemment des conséquences politiques. Je pense que le cœur de l'engagement de Paul Morand, il est littéraire, il est de se faire effectivement le scribe d'un monde, d'une civilisation qui est en train de finir, qui est en train de s'écrouler, et à travers cette description d'une apocalypse qui est vraiment très très frappante quand on lit ses œuvres, à travers la description de cette apocalypse, se faire à contre-courant le chantre de certaines valeurs du monde ancien qui sont niées par l'avènement de la modernité. Je pense que parmi ces valeurs du monde ancien, il y a certaines valeurs d'élitisme et d'aristocratie, certaines valeurs d'excellence qu'il voyait menacées de disparaître sous l'effet de l'individualisme et de l'égalitarisme. Il y a aussi, paradoxalement, les valeurs de la diversité, c'est-à-dire que Morand était un grand amoureux de la bigarrure du monde. C'est pour ça qu'il voyageait autant. C'était pour célébrer et goûter la bigarrure du monde. Et ce qui l'effrayait dans la modernité, c'était son uniformisation, son côté niveleur, le côté que effectivement tout allait se fondre dans un grand magma un peu uniforme, ce qu'il appelait l'avènement d'un monde gris. Et je pense qu'à travers son œuvre, il a au contraire essayé de célébrer la beauté de la richesse humaine, de sa diversité, de la juxtaposition des civilisations au lieu du métissage universel que nous propose la modernité. Alors, je vous ramène une dernière fois, avant d'aller directement vers votre travail, à vous comme critique littéraire, sur le point commun de ces écrivains. Alors, le thème revient, c'est le malaise par rapport à la modernité, le malaise par rapport ce qu'on pourrait dire à son côté niveleur, son côté d'homogénéisation, de dissolution des formes, de dissolution des normes. Est-ce que finalement, on pourrait vraiment trouver
est-ce que ce malaise par rapport à la modernité, sauf peut-être pour Montaigne évidemment au début, est le véritable point commun qui pourrait lier vos intranquilles? Si vos intranquilles devaient avoir un point qui les relie, au-delà de la sensibilité, de l'affection que vous pouvez avoir pour chacun d'entre eux, un point, on pourrait dire, philosophique, un point intellectuel, un point esthétique peut-être, est-ce qu'on pourrait dire que c'est justement ce malaise par rapport à la modernité qui vient et qui engloutit tout? Non, je ne le placerai pas là parce que je pense que ce malaise, il est plus ou moins fort suivant les différents écrivains que j'ai étudiés. En revanche, il me paraît qu'il y a quelque chose qui les réunit absolument tous sous des formes extrêmement diverses, mais vraiment qui constitue le point commun. C'est ce sentiment d'incomplétude, ce sentiment que le réel qui se présente à nos yeux n'est pas assez riche et assez fort pour répondre aux aspirations infinies qui sont dans le corps humain, et qu'il doit y avoir donc quelque chose au-delà des apparences, au-delà du réel observable. Il y a quelque chose, une réalité cachée qui seule est capable de nous combler et de répondre à ce sentiment d'exil que nous ressentons tous plus ou moins confusément. Alors, c'est évidemment chez un écrivain catholique comme Julien Green, ce sentiment va se référer et trouver sa résolution évidemment dans la foi catholique, dans l'espérance chrétienne. Chez d'autres, c'est évidemment beaucoup plus diffus, et je cite par exemple le dessinateur Sampé qui dit à un moment: nous sommes tous des petits bonshommes un peu misérables en quête d'autre chose, mais nous ne savons pas quoi. Et je pense que effectivement, c'est ce sentiment d'être en quête de quelque chose, de chercher inlassablement l'image cachée dans le tapis qui pourrait révéler le sens de nos existences, et l'envie d'utiliser leur talent ou leur génie pour mener cette quête qui réunit véritablement tous ces intranquilles. Alors, nous nous rapprochons non seulement des écrivains que vous avez présentés, mais de l'auteur de ce livre, Laurent Dandrieux. Alors, je me permets de vous inscrire dans la liste, de vous traiter à la manière d'un écrivain, et moi je me prends dans le rôle du critique. Chez vous, il y a par exemple des livres comme votre ouvrage sur Woody Allen, sur le sentiment anti-moderne chez Woody Allen, plusieurs ouvrages de critiques de peinture, de critiques esthétiques au sens le plus exigeant pour défendre peut-être un patrimoine de civilisation. Il y a aussi, on l'a vu dans votre livre sur l'Église et l'immigration, un engagement sur les remparts de la cité, dans le sentiment d'un monde qui nous échappe et où le combat politique est aussi nécessaire. Je me permets de vous poser la question à vous, comme écrivain, comme auteur, comme intellectuel. Est-ce qu'il y a une tension dans le travail que vous menez entre d'un côté le désir de défendre le patrimoine de civilisation qui est le nôtre et quelquefois le désir ardent, le besoin d'aller rejoindre la bataille politique, idéologique, dans ce qu'elle peut avoir quelquefois d'insatisfaisant, avec le sentiment d'une action qui peut être vaine, mais qui est quelquefois nécessaire pour empêcher ce que l'on croit être le pire d'arriver. Est-ce qu'il y a dans votre propre travail intellectuel cette tension? Alors c'est une question qui m'intéresse beaucoup parce que je pense qu'elle révèle une certaine manière de penser qui est assez moderne finalement, si vous me le permettez, qui peut être liée à l'esprit démocratique, dans la mesure où l'esprit démocratique nous imposerait toujours plus ou moins de réfléchir de manière binaire et peut-être d'opposer des choses qui en réalité se complètent. Et moi je ne vois pas de tension effectivement entre le travail esthétique ou culturel que je fais et la nécessité de monter au créneau pour défendre la civilisation par des moyens plus directement politiques peut-être. Vous savez, quand on fait un peu de militantisme, quand on cherche à défendre une cause, dès que vous dites ah ben tiens, on pourrait organiser une manifestation pour défendre cette cause, il y a immédiatement quelqu'un qui vous dit ah mais pas du tout, c'est une très mauvaise idée, il faut faire une pétition, et un troisième qui vous dit mais non, ces deux idées sont idiotes, il faut écrire une tribune dans un journal. Alors que
la réalité est naturellement qu'il faut à la fois faire une manifestation, écrire une pétition et rédiger une tribune. Et je pense qu'effectivement, le fait de défendre un certain nombre de valeurs esthétiques à travers des ouvrages de critique d'art ou des ouvrages de critique cinématographique ou de critique littéraire comme cette confrérie des Intranquilles est un travail de défense tout aussi utile à la défense de la civilisation qu'une activité plus directement politique. Moi, j'espère mener les deux de front. Je crois pratiquer une forme de journalisme de combat où, dès que j'en ai l'occasion, je défends explicitement un certain nombre de valeurs qui me paraissent indispensables à la survie de la civilisation. Je n'ai pas du tout le sentiment de faire autre chose quand je fais de la critique littéraire ou quand je fais de la critique cinématographique. Je pense que un des problèmes majeurs que rencontre la civilisation occidentale aujourd'hui, c'est que elle est attaquée de toutes parts. Et notamment elle fait face à des phénomènes qui sont proprement des phénomènes de barbarie, comme par exemple les manifestations du terrorisme islamiste. Et donc, elle éprouve, cette civilisation européenne, le besoin de se défendre, le besoin instinctif de se défendre, mais le problème c'est qu'elle ne sait plus au nom de quoi. Elle ne sait plus ce qu'elle défend, elle ne sait plus ce qu'elle doit défendre, ce qu'elle doit aimer. Et je pense que le travail de critique artistique ou littéraire est absolument indispensable dans cette époque pour nous apprendre, pour nous réapprendre ce que nous défendons, ce en quoi nous croyons et en quoi la culture et la civilisation dont nous sommes issus est absolument indispensable à la richesse et à l'équilibre du monde. Et que donc nous n'avons aucun droit, non seulement évidemment de la laisser mourir, mais même de la laisser tomber en déshérence. Et donc pour moi, il y a vraiment une continuité parfaite entre les activités davantage politiques que je peux mener et mes activités de critique. Alors, je me permets de vous relancer sur cette question, on pourrait dire cette tension. Néanmoins, j'entends par là que l'état d'esprit ne doit pas être le même, je suppose. C'est-à-dire, lorsqu'on décide de consacrer un livre à un peintre comme vous l'avez fait, à un style architectural comme vous l'avez fait, et au même moment, ensuite, quand vous parlez justement de la barbarie islamiste qui peut frapper les exigences du journalisme qui sont liées à l'actualité aussi, est-ce qu'il y a l'état d'esprit pour écrire pour un type d'engagement ou l'autre, bien que les deux soient nécessaires? Est-ce que l'état d'esprit est globalement le même, ou est-ce qu'il ne faut pas se mettre en retrait quelquefois pour se consacrer au travail de critique culturelle, littéraire, comme vous le faites dans ce livre, La confrérie des Intranquilles? C'est une question difficile. Je pense que de toute façon, tout travail intellectuel, vous le savez bien, cher Mathieu, nécessite une certaine, une certaine retraite intérieure, un certain éloignement vis-à-vis du bruit du monde, une certaine prise de distance. Mais je pense que cette prise de distance, elle est aussi nécessaire d'une certaine façon par rapport, comme lorsqu'on travaille sur l'actualité la plus brillante, c'est-à-dire que si on veut la commenter de manière intelligente et de manière féconde, il faut pas non plus avoir trop le nez dessus. Il faut être aussi capable de s'en abstraire quelque temps et de prendre de la hauteur vis-à-vis de ça. En fait, toute la difficulté dans quel que soit l'exercice, que ce soit un journalisme plus lié à l'actualité ou un journalisme esthétique comme j'en fais dans les textes réunis dans ce livre, ça renvoie en fait à la difficulté, et ça nous renvoie à la citation de Bernanos que je faisais tout à l'heure, ça renvoie à la difficulté dans le monde actuel de continuer à avoir une vie intérieure et donc de s'abstraire du tourbillon des chaînes d'infos en continu, de Twitter, des réseaux sociaux, et effectivement arriver en fait à faire retraite au sens presque monacal du terme. Alors effectivement, là où il y a tension, c'est que
la retraite en question doit être temporaire. On ne doit pas se couper du monde sous peine de cesser de le comprendre. Donc effectivement, il y a un phénomène de va-et-vient, ou un phénomène peut-être de schizophrénie, peut-être aussi parfois, pour à la fois réussir à s'abstraire du réel pour le penser, et en même temps ne pas perdre contact avec lui, parce que c'est uniquement le contact, paradoxalement, c'est uniquement le contact avec le réel le plus quotidien qui peut nous permettre d'accéder au surnaturel notamment. Alors, je vous impose, nous arrivons au temps de la dernière question, cette question que je vous impose, où je vous transforme en professeur. Il y a vos intranquilles que vous... Oui, bien sûr, hein, c'est inévitable. Alors, il y a vos intranquilles que vous nous présentez. Il y a différents... à travers eux, il y a différentes œuvres par lesquelles on peut entrer dans le bel univers de la littérature, plusieurs sensibilités, plusieurs types d'œuvres. Imaginons, en fait, la question viendra en deux temps. Imaginons que vous avez devant vous un jeune homme qui est hanté justement par ce sentiment de malaise par rapport à la modernité et qui cherche une œuvre pour être capable de comprendre son propre sentiment, son attitude existentielle. Parmi tous vos intranquilles, lequel proposeriez-vous comme porte d'entrée dans l'univers de la littérature, à tout le moins dans votre musée imaginaire, dans votre univers littéraire? C'est une question évidemment difficile, parce que vous demandez à un critique de choisir entre ses auteurs de chevet, c'est un peu comme demander quelqu'un de choisir entre ses enfants, même si en l'occurrence ce ne sont pas mes enfants du tout. Mais disons que je ferai une réponse en deux temps. Je pense que celui qui évoque pour moi le plus intimement mon rapport à la fois de fascination et de répulsion devant ce qui est en train de se passer et devant l'effondrement civilisationnel que représente la modernité, celui qui l'exprime pour moi le plus intimement, c'est probablement Paul Morand, et notamment le Paul Morand de nouvelliste. Après, puisque vous me demandez de m'adresser spécifiquement à un jeune, donc quelqu'un qui a quelques décennies de moins que moi, je vais donc essayer de prendre en compte sa sensibilité à lui, et je pense que peut-être il sera plus sensible pour, s'il faut une porte d'entrée, à ce que peut exprimer Jean Raspail dans son œuvre, cette espèce de recul instinctif devant une certaine médiocrité du monde contemporain, devant son aplatissement dans le matérialisme le plus dépourvu d'idéal, et au contraire l'alternative que fournissent les personnages de Jean Raspail, qui sont toujours en train de chercher un territoire de substitution où continuer à cultiver les plus hautes valeurs morales qui leur semblent absolument indispensables à la continuité de la civilisation, mais qui effectivement sont menacées de dépérissement dans notre société contemporaine, et qu'il faut donc d'une certaine façon transposer dans des univers parallèles, dans des univers imaginaires ou dans des univers de prédilection. C'était évidemment pour Jean Raspail son royaume plus ou moins imaginaire de Patagonie, mais on retrouve cette idée dans toute son œuvre de transposer effectivement les vertus qui nous sont chères dans des patries imaginaires où on puisse les cultiver à loisir. Alors, Laurent Dandrieux, je rappelle le titre de votre livre, La confrérie des intranquilles, un très beau livre qui paraît aux éditions de l'Homme Nouveau. Je vous remercie infiniment pour votre passage aux Idées mènent le monde. Merci à vous, Mathieu. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire circuler les idées. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute.
Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez également m'écouter chaque semaine à la Joute et sur Cube Radio tous les jours à 10h à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche, Mathieu Bock-Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.